Bon, bienvenue. Je m'appelle Sheila Petty, je suis la directrice par intérim de l'Institut français. Et vraiment, je vous souhaite une bonne soirée ici chez nous. En fait, c'est chez vous. Hein? Alors, je suis très contente du mini-colloque sur le thème de l'inclusion des élèves issus de l'immigration. Cette conférence est actuellement retransmise par vidéoconférence au pavillon Gustave Dubois, École canadienne-française de Saskatoon, grâce à la collaboration de l'ACFAS Saskatchewan et du Conseil des écoles francescoises. Merci beaucoup. Cette conférence est également filmée et sera mise en ligne ultérieurement sur notre site Internet, sous réserve de votre accord. Donc, tout le monde doit signer un papier chez Rachel. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, s'il vous plaît. OK. Et puis, pour le parking, vous pouvez stationner gratuitement sur le parking 3M. Je ne sais pas où c'est. Rachel et Abdoulaye, je pense que vous... C'est où? OK, merci. Donc, après la conférence de Yamina Bouchama, il y a un repas terroir qui a été préparé par Rick Morel de Eat Healthy Foods, ici à Regina. Ça s'est offert par l'Institut français. La Société des étudiants français de l'Université de Regina aura le plaisir de vous servir au bar ici, situé à l'entrée. Ce n'est pas à l'entrée de la rotonde, c'est à l'entrée des bureaux. L'immigration est un phénomène en augmentation constante depuis plusieurs années en Saskatchewan qui façonne le visage de nos communautés et notamment celle de la communauté francescoise. Je pense qu'on peut sans doute presque tous dire ici ce soir que nous sommes tous immigrants. Le Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu minoritaire de l'Institut français a érigé l'immigration comme axe prioritaire de recherche et subventionne depuis plusieurs années, avec ses concours annuels, des projets de recherche ayant trait à l'immigration. Une soirée débat à Dor a déjà été organisée en mars dernier sur le thème, et Bruno Duperron, professeur et chercheur à l'École de politique publique Johnson Shoyama de l'Université de Regina, avait donné une conférence sur ce sujet. Conférence qui a été suivie d'une table ronde ayant pour thème la francescoisie face aux défis de l'immigration. Le CRFM est devenu partenaire cette année d'un projet de recherche pan-canadien sur l'immigration financé par le Conseil de recherche en sciences humaines pendant 7 ans. Nous croyons que ce type de recherche répond à notre mandat qui est d'appuyer par le biais de la recherche la communauté francescoise. Ce partenariat réunit précisément ces chercheurs, des ministères et des partenaires communautaires et a pour objectif d'améliorer les politiques et pratiques permettant d'attirer, d'établir et d'intégrer les nouveaux arrivants dans les communautés à travers tout le Canada, particulièrement dans les petites et moyennes villes. Nous avons l'honneur ce soir, et vraiment nous sommes chanceux, de recevoir Dr. Yamina Bouchama du département des fondements et pratiques en éducation de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval. Merci vraiment Yamina de venir ici chez nous ce soir. Yamina est détentrice d'un doctorat en administration scolaire. Elle dirige le micro-programme Leadership pour une nouvelle école et le diplôme en gestion scolaire. Elle enseigne entre autres à l'Université Laval le cours gestion et supervision pédagogique et dirige ses recherches sur le leadership et la réussite dans les écoles efficaces. Ces recherches sont subventionnées par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, par Immigration et Métropolis Atlantique et Métropolis Québec, et ici notre centre de recherche. Elle est co-chercheure dans les études subventionnées par le FQRSC, le Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture,
et ses recherches portent sur la réussite scolaire, la supervision, l'accompagnement du personnel enseignant, les communautés d'apprentissage, les pratiques professionnelles, les écoles efficaces, l'inclusion des élèves immigrants et la réussite des élèves en milieu linguistique minoritaire. Yamina connaît bien le CRFM de l'Institut français pour être présentement membre de son comité consultatif. Yamina a également été subventionnée en 2010 par notre concours annuel de recherche pour son projet intitulé « Pratiques exemplaires et sentiments d'efficacité d'acteurs scolaires dans l'inclusion des élèves immigrants », qu'elle leçon tirée des pratiques de la communauté françaiscoise et québécoise, anglophone et rurale francophone. Sans plus tarder, je laisse maintenant la place à Yamina Bouchama, qui va présenter une conférence plénière intitulée « Perception et pratique en contexte de diversité, le cas de la communauté françaiscoise et québécoise rurale ». Nous aurons le plaisir de vous offrir le repas terroir à l'intermède entre la conférence de Yamina et la table ronde que j'animerai, organisée en collaboration avec le Conseil des écoles françaiscoises. Encore merci à Bernard et tout le monde. S'il vous plaît, veuillez réserver les questions que vous aimeriez poser à Yamina pour la table ronde. Nous avons 2 micros ici pour les questions qui sont mis à votre disposition à cet effet. Et finalement, merci à Angeline Dubois, Rachel Courchen, Véronique Gauthier, Cynthia Blais, Ariadna Sachdeva et toute l'équipe, Abdoulaye, You aussi, mais toute l'équipe de l'Institut français qui ont vraiment travaillé beaucoup pour organiser cette soirée. Donc, et aussi, encore merci encore au CEF. On aime beaucoup travailler avec vous. Et l'ACFAS à Saskatoon. Je vous laisse maintenant Yamina Bouchama qui va parler avec nous. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là malgré contre vent et marée. Écoutez, je vais vous présenter cette étude, mais je ne vais pas passer beaucoup de temps sur la méthodologie, je vais présenter les grandes lignes. Ce projet il porte sur la perception et les pratiques en contexte de diversité, le cas de la communauté françaiscoise et québécoise rurale, en tenant compte des points de vue d'acteurs scolaires. Ce sujet-là, c'est certain qu'il n'a pas commencé d'une façon vraiment formelle avec le début du financement. Il a commencé avec ma réflexion sur le fait que l'arrivée en milieu majoritaire francophone, et je parle de ma propre expérience, quand mes étudiants me posent des questions et me disent « Madame, sur quoi je vais travailler ?» Je leur dis quelque chose qui va vous toucher, qui va émaner de votre propre vécu. Puis, il faut prêcher pour les choses qu'on fait et c'est ça ce que je fais. C'est quelque chose qui a pris naissance avec mon rôle de mère de famille. Mon enfant fréquentait l'école alors qu'elle avait 5 ans au moment d'arriver au Québec. J'avais fait un premier séjour. Je vous raconte cette petite parenthèse pour donner du sens à ce qui va venir. Et on était bien sûr en milieu majoritaire francophone. C'est certain que la situation était très différente. On ne voyait pas les choses comme quoi il faut demander un effort pour que l'intégration ait lieu parce que tout était rodé. J'imagine que il n'y avait aucun problème. Une fois rendue à l'Université de Moncton, lorsque j'ai terminé mon doctorat et j'ai trouvé un poste à l'Université de Moncton, l'intégration était autre. Alors, c'est certain qu'en milieu minoritaire, là où les immigrants sont moins présents, c'est certain que la problématique et la dynamique de l'insertion devient doublement difficile.
Donc, pour contextualiser un petit peu ce projet de recherche, et c'est certain que la réflexion se fait au jour le jour. Chaque jour, ton enfant vient et il te raconte des choses qui sont arrivées à lui ou à d'autres. Tu es observateur à partir de l'extérieur et tu entends par les paroles d'un enfant des choses qui l'ont marqué ou qu'il a trouvé banales mais que tu analyses autrement. Alors, bien sûr, l'argent est le nerf de la guerre. Vous le savez, il fallait trouver du financement. Donc, le projet a eu un premier financement avec Métropolis, puis avec un projet plus gros, toujours par Métropolis Atlantique, à l'issue duquel j'ai publié le livre. Je vais circuler des cartes de résumé de ce livre. Et c'est comme ça que ça a pris naissance. Et il continue avec mon retour au Québec. Cette fois-ci, je me disais, je vais frapper à d'autres portes en milieu minoritaire pour voir s'il y a cette même problématique qui va exister dans d'autres contextes en dehors du Nouveau-Brunswick. Alors, dans cette présentation, je vais vous parler de la problématique dont vous connaissez sûrement plusieurs éléments. Le cadre conceptuel qui constitue la charpente de ce travail, quelques éléments de la méthodologie, les résultats et quelques pistes de solutions. Donc, l'objectif de la recherche consiste à identifier les perceptions et les pratiques. Pourquoi les perceptions ? Les perceptions ne sont jamais neutres. Les perceptions déterminent nos pratiques et nos actes. Donc, c'est très important de voir ce que les gens pensent sur un phénomène parce que c'est ça ce qui va déterminer leur pratique. Donc, leurs pratiques, pourquoi les pratiques? Parce que souvent les gens font des choses, bonnes ou mauvaises, chacun dans son coin, puis le jour où on se trouve confronté à l'intégration de notre élève qui atterrit dans notre classe au plein milieu de l'année, je trouve en tant qu'enseignant des moyens, des méthodes et je réinvente à chaque fois la roue. Et puis je me dis, quelle perte d'énergie. Si on concerte nos efforts, c'est certain qu'on va être mieux outillé que d'inventer à chaque fois la roue. Donc, les pratiques, les perceptions, les pratiques d'acteurs scolaires en matière d'inclusion des élèves immigrants en Saskatchewan et au Québec. Québec, bien sûr, en dehors de Montréal et en dehors de la capitale nationale, c'est très critiqué, la capitale nationale, quand on parle de la ville de Québec. Donc, leur perception, leur sentiment d'efficacité, on reviendra sur ces concepts, les défis qu'ils vivent, avec l'intégration des élèves immigrants et leurs pratiques gagnantes. C'est très intéressant lorsqu'on dit aux personnes « Qu'est-ce que vous faites qui vous semble avoir marché avec vos élèves ?» Là, vous avez un bon son de cloche. Il n'y a plus cette désirabilité sociale où on veut bien paraître et on va vous dire j'ai fait ceci et cela. Non, parlez-moi de quelque chose qui, à votre avis, a fonctionné. Donc, en partant de ce principe-là, on se pose les questions suivantes où les deux milieux les deux milieux francophones, minoritaires ou majoritaires. Ils trouvent que l'immigration est une piste indispensable pour combler les besoins en main-d'œuvre. Donc, dans ce sens-là, aussi bien en milieu minoritaire francophone qu'en milieu majoritaire, il y a des similitudes. En milieu minoritaire francophone, le discours qu'on trouve, c'est la lutte contre l'assimilation, la sous-fécondité, la diminution des effectifs scolaires dans les écoles françaises. Donc, la problématique est là. Au Québec, le discours n'est pas différent. On parle les politiques gouvernementales visent le développement de la société québécoise, visent la prospérité économique et la pérennité de la langue française. Donc, on est avec les mêmes problématiques que l'on soit en milieu minoritaire francophone ou majoritaire. La complexité de l'accompagnement des immigrants, la supervision des immigrants, elle est importante. Pourquoi? Parce que l'immigrant n'est pas un, il est plusieurs.
il est hétérogène. On ne peut pas dire les immigrants sont comme ceci ou comme cela, ils ont besoin de tel ou tel élément ou tel atout. C'est certain que la problématique, elle se trouve vraiment dans cette hétérogénéité. Ils viennent d'horizons différents et même l'être humain, il n'est jamais identique à quelqu'un d'autre. Il y a tout un historique, un vécu, etc., etc. Donc, l'hétérogénéité pose problème. Le gros problème qui se pose et qui revient souvent sur la table, c'est la non-maîtrise de la langue. Donc, c'est la première source de toutes les difficultés scolaires. Et on parle toujours du monde scolaire. Donc, ces difficultés se traduisent par l'échec qui engendre le manque de motivation, etc. La motivation et la réussite, on nous dit, quand on regarde un premier niveau, on nous dit oui, les immigrants, les élèves immigrants dans nos écoles, ils sont pleins de bonne volonté, ils sont motivés, ils réussissent bien. Mais c'est certain qu'on ne voit qu'une partie de l'iceberg. Il faut regarder tous ceux qui ne réussissent pas et qui finissent par perdre la motivation. Mais ceux qui restent dans le système, c'est certain que si on analyse des données pan-canadiennes comme les données qui sont collectées par le Conseil des ministres de l'Éducation du Canada, si on fait ces analyses avec les élèves de 15 ans, c'est certain qu'on voit que les performances sont au-dessus de la moyenne, ils performent bien, ils sont motivés, ils ont des habitudes de travail très intéressantes, mais il faut voir le revers de la médaille qui nous dit autre chose. Donc, le fait de ne pas être bien intégré à l'école de par le manque ou la non-maîtrise de la langue, c'est certain, tout suit. On ne peut pas être socialisé, je ne peux pas me faire des amis si je ne fais pas de belles phrases et de bons discours pour pouvoir séduire mes copains et qu'ils me fassent une place parmi eux. Je risque d'être rejeté, donc tout est compromis. Et la scolarisation, et la socialisation, et bien sûr la qualité de vie devient un problème, il y a un stress, une solitude, de l'exclusion. Les élèves doivent s'ajuster pour la construction de leur identité. Ces problèmes se font aussi à long terme. Ils peuvent avoir un impact sur la nature et les objectifs de toute une vie. Donc ce n'est pas anodin. Souvent on se concentre sur l'adulte qui n'arrive pas, qui peut trouver des problèmes dans la vie, de ne pas pouvoir se faire une place dans la société, mais il faut se poser la question, à mon sens, très tôt dans la scolarité, parce que c'est là où on est en train de construire l'adulte, et s'il part du mauvais pied, c'est mal parti. Donc, le rôle de l'école en milieu minoritaire et le contexte, l'école est définie et identifiée comme étant un agent de maintien et d'épanouissement de la communauté. C'est un agent qui contre l'assimilation, donc tout est mis sur le dos de l'école, d'où l'importance de la doter des moyens nécessaires pour faire son travail. Dans le contexte minoritaire francophone, on nous dit, plusieurs auteurs nous parlent de la perception que le milieu minoritaire se fait d'elle-même. Elle se perçoit comme une minorité qui doit se protéger. Mais bien sûr, il y a de faibles capacités de recrutement des immigrants dans ces contextes. Ce qui revient aussi comme critique à ces contextes, c'est que souvent, il y a un manque de compréhension des différences. Certains contextes, dans le Nouveau-Brunswick, avec certaines publications, des études exploratoires nous ont montré que les responsables nient les différences des étudiants ou des élèves immigrants. Il y a une confusion entre ce qui est appelé égalité et équité. Je donne les moyens à tout le monde pareil. Je ne favorise pas les uns envers les autres. Oui, j'agis de façon égale, mais je ne fais pas référence à l'équité. L'équité, c'est certain qu'au marathon ou dans le domaine de la boxe, c'est par catégorie.
on compétitionne avec son égal, on ne compétitionne pas avec des personnes qui nous dépassent au niveau du poids ou au niveau de l'âge ou au niveau en tous les cas, autrement dit, il faut doter les personnes qui ont le plus besoin de plus de moyens pour réparer ou pour leur donner la chance d'avoir les mêmes chances et non pas égal à égal, ça ne fonctionne pas. Malgré tout, lorsqu'on sort des grandes métropoles, on se rend compte que les problématiques se ressemblent. J'ai mené une étude au Nouveau-Brunswick en milieu minoritaire et je me trouve, lorsque je fais une étude en milieu majoritaire, francophone, au Québec toujours, je sors de la ville de Québec, c'est les mêmes problématiques. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'élèves, donc moins de stratégie, il n'y a pas de politique, puis c'est très périphérique. Un enseignant qui reçoit un élève dans sa classe, c'est certain qu'il ne va pas mobiliser ses efforts sur un élève. Dans d'autres contextes, bien sûr, les classes d'accueil permettent de combler les vides. Puis c'est très choquant. Il m'est arrivé d'avoir interviewé quelqu'un, une enseignante qui me disait « Moi, mon élève, il a atterri dans ma classe. Je ne sais pas lorsqu'il parle quelle langue. Donc, je lui donne quelques exercices, mais je ne peux pas aller plus loin. Je comprends parfaitement qu'elle ne peut pas faire grand-chose avec un nombre aussi important dans sa salle de classe et on ne lui a pas donné les moyens. Donc, cet élève, tout simplement, il est oublié. Il est là, on ne le voit plus et imaginez que ce qu'il entend dans le quotidien, c'est du bruit. Alors, on est loin du socio-constructivisme, on est loin de construire son savoir en ayant des rétroactions avec ses pairs. Donc, la marche est très haute. Le manque de ressources humaines, le personnel bien formé en matière d'interculturel, ça sort toujours comme problématique. L'absence de politique, de directives qui émanent des ministères, accompagnées de ressources appropriées, les initiatives restent isolées. Donc, l'une des pistes, c'est informer, donner plus d'informations par le biais de la formation pour dissiper le sentiment de menace, aussi bien les nouveaux arrivants que la société d'accueil se trouve menacée. Il y a une peur de part et d'autre. Les uns ont peur de l'inconnu, puis la première chose, c'est d'informer. Waouh, le temps passe vite. Donc, les chiffres nous disent qu'il y a un problème, dans le sens où les effectifs sont en croissance un peu partout. Il y a une faible présence, bien sûr, en dehors de Montréal pour le Québec, c'est une évidence, donc c'est très difficile d'instaurer des classes d'accueil. Les conséquences, bien sûr, tant que le nombre est petit, les élèves immigrants réussissent bien sûr dans les écoles où il y a une forte présence d'immigrants. C'est important de le savoir qu'un élève dans un milieu où il se trouve isolé, il aura peu de chances de réussite. Je passe rapidement sur les pourcentages où, bien sûr, le monde rural se trouve avec un effectif très réduit. Les réfugiés, bien sûr, en Saskatchewan étaient plus présentes comparativement à la moyenne du Canada, mais ça a évolué avec le temps. On voit que ça rejoint la moyenne nationale. Très rapidement, le cadre de l'étude porte sur l'intégration, l'inclusion, le sentiment d'efficacité personnelle, professionnelle et collective. Donc, l'intégration, très rapidement, ce concept fait appel à plusieurs sens, l'encheminement, changement dans les attitudes, dans les comportements, etc. Pour le sentiment d'efficacité, en général, c'est un principe très important qui nous dit quand une personne a le sentiment d'avoir le contrôle, on est encore dans les perceptions, il va réussir.
Donc ça, c'est le sentiment d'efficacité personnelle qui a été élaboré par Bandura, qui a évolué avec le sentiment d'efficacité professionnelle. Ça veut dire, dans le personnel, je dis, moi, en tant qu'individu, je sens avoir de l'impact. Professionnel, je dis, ma profession, les enseignants par exemple, les directeurs d'école, ils ont le pouvoir de changer l'ordre des choses. On est dans l'intégration, on se pose la question, est-ce qu'ils sentent avoir ce sentiment de contrôle sur la situation? Maintenant, ce principe ou ce sentiment d'efficacité a évolué vers le sentiment d'efficacité collectif. Est-ce que nous, parce qu'on ne parle plus de l'isolement, on parle de travail, en collaboration, en équipe de travail. L'enseignant ne peut pas faire la différence tout seul, ni le directeur, ni le conseiller en orientation, c'est l'équipe. On parle de plus en plus de communauté de pratique professionnelle, où les atouts, les compétences doivent être mis en collaboration, en commun. Donc, je passe rapidement sur ça pour vous donner au moins les grandes lignes. Une entrevue semi-structurée auprès de gestionnaires, de gestionnaires, d'enseignants et de personnel non enseignant, conseillers en orientation, psychologues, etc. au Québec. Pour la Saskatchewan et Québec, c'est un questionnaire auprès de direction d'école, de personnel enseignant et de personnel non enseignant. L'entrevue a porté sur l'expérience et la pratique en matière d'intégration des élèves immigrants, les défis rencontrés, les stratégies utilisées et les solutions pour une meilleure adaptation. Je ne connais pas le retour parce que je n'ai pas parlé du questionnaire, mais ça ne fait rien. Le questionnaire a porté sur les défis et sur les perceptions de l'immigration, le sentiment d'efficacité personnelle, professionnelle et collective, et sur les stratégies gagnantes qui sont utilisées. Donc, lorsqu'on regarde les perceptions, je ne reviens pas sur tous les items qui ont été posés, juste quelques informations intrigantes, quelques résultats intrigants, mais je suis loin d'avoir complété la collecte de données en Saskatchewan et j'espère avoir de l'aide de certains présents dans oui. Là, ça me rassure. Alors, le fait que, par exemple, si je prends l'énoncé suivant, les parents des élèves, ça veut dire les enseignants, les directions d'école, les conseillers en orientation, les travailleurs sociaux, se sont prononcés sur les parents d'élèves immigrants. Donc, parmi les questions qui leur ont été posées, le résultat de l'une m'intrigue. Les parents d'élèves immigrants attribuent l'échec de leurs enfants aux enseignants. Eh bien, au Québec, on me dit non, mais en Saskatchewan, on me dit oui, c'est très fort. Donc ça m'intrigue énormément. Est-ce qu'il y a de la désirabilité sociale au Québec où on veut me dire non, 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 ne vous en faites pas, c'est pas ça qui se passe. Donc ça demande que j'ai d'autres données peut-être pour valider tout ça. Une autre question importante sur laquelle, la dernière, la 14, sur laquelle il y a unanimité, ils connaissent peu le système éducatif du Québec ou de la Saskatchewan. Oui, ils ne connaissent pas le système. J'étais en éducation, j'étais étudiante en sciences de l'éducation au doctorat. Et il y a beaucoup de choses qui m'échappaient. Je ne comprenais pas toujours les subtilités, les nuances. Et je me dis, quelqu'un qui ne serait pas dans la même situation que moi, comment il va comprendre le système? D'où l'importance de vulgariser, de montrer, d'expliciter ce qui se passe dans le monde de l'éducation aux parents qui viennent d'atterrir et de clarifier les attentes. Parce que souvent, ces attentes ne sont pas vraiment très clarifiées. Puis, j'ai entendu déjà dans les entrevues, mais on me demande de préparer un exposé avec mon élève, avec mon enfant. Moi, je n'ai pas le temps.
Puis je ne suis pas payée pour ça, ils sont payés, ils reçoivent un salaire, etc. Donc toute la philosophie derrière cette participation de la famille, elle n'est souvent pas perçue de la même façon. Je ne parle pas de façon, je ne généralise pas, mais ce qui sort, c'est certain qu'il y a des parents qui, bien sûr, ils sont stressés pour gagner leur vie. Et ça, c'est autre chose. C'est certain qu'on ne peut pas attendre d'un parent qui n'a pas encore résolu les problèmes d'ordre, les questions d'ordre primaire, gagner sa vie, pour s'occuper de la scolarité de son enfant. Donc, il faut vraiment se mettre dans la tête que tous les parents ne sont pas sur le même pied d'égalité et ils ont besoin de support et de clarification. Un autre résultat, le premier qui est souligné, ils permettent, les parents d'élèves du Québec ou de la Saskatchewan permettent à leurs enfants de s'associer avec des élèves immigrants. Je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, c'est très fort. Oui, oui. Est-ce que c'est la désirabilité sociale? On veut me faire plaisir? Ou encore, ça reflète la réalité? Souvent, il y a des contradictions au niveau des entrevues. On peut avoir plus en profondeur ce qui se passe. Les élèves immigrants, cette fois-ci, donc les acteurs scolaires se sont prononcés sur les élèves immigrants. Je leur posais la question, devraient être autorisés à parler une langue autre que le français à l'école? Et là, on voit au Québec, on ne veut rien savoir. On ne parle pas une autre langue, donc ça reflète, à mon avis, ça reflète la réalité parce qu'en Saskatchewan, je ne sais pas jusqu'à quelle mesure, mais j'entends ici, dans les couloirs, ça parle anglais, mais au Québec, c'est certain qu'on est échaudé avec ce qui se passe à Montréal où on commence à perdre le français, donc on est de plus en plus exigeant pour que la francophonie à 100%. Alors, une autre question, la question 6, la présence des élèves dans nos écoles amène les élèves du Québec, de la Saskatchewan, à la tolérance et à la solidarité. Wow, c'est parfait, c'est une réponse parfaite. On est d'accord dans les deux contextes, comme quoi il y a cette présence, plus on s'interroge sur la tolérance. La culture d'origine, ils semblent aller, le dernier, le 8, devraient garder leur culture d'origine. On est sur la même longueur d'onde dans les deux contextes. L'item ou l'énoncé 18 qu'on voit un peu coupé, accepter la diversité en général. Ça touche de façon générale le contexte de l'intégration, où je posais la question, accepter la diversité au Québec, en Saskatchewan, nous renforce comme province. Waouh! On est proche du 6, qui est le maximum. Oui, ça nous renforce comme province. On renforce bien sûr la main-d'œuvre, etc., etc. L'énoncé 22, il est important de considérer la diversité religieuse dans les écoles. Là, c'est certain que c'est un point sensible et on s'attendait à ça. Il y a tout un discours là-dessus. L'énoncé 25, l'école devrait consacrer du temps à enseigner des cultures minoritaires. Plus ou moins d'accord. On continue. La question que j'ai posée sur les défis. Quels sont les défis de vos élèves? Dites-moi par ordre d'importance sur une échelle de 4, du moins important au plus important, quels sont les défis? Puis ce qui ressort, on les voit dans l'ordre ici. Ce qui pose problème, c'est les 4 premiers. L'apprentissage, la motivation, la langue et les interactions avec les élèves. Si je ne possède pas bien la langue, je vais échouer, je vais perdre ma motivation et je ne vais pas me socialiser. Je vais perdre les interactions avec les élèves, ça va poser problème. J'ai dit ceci, l'autre l'interprète mal et on parle un langage de sourd, muet, puis à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Ce qui ne pose pas problème, c'est l'assiduité, les interactions avec les enseignants, parce qu'on nous dit que ces élèves sont très fins avec leurs
enseignants, ils écoutent, ils sont disciplinés, ils collaborent, ils veulent réussir, ils sont engagés. Donc, on nous dit qu'ils ont de bonnes relations avec les enseignants et dans les entrevues, c'est sorti, on nous dit ils se conforment beaucoup et ça nous facilite la tâche comme enseignants. La discipline aussi, ils sont disciplinés, ils se conforment. Donc, lorsqu'on parle du sentiment d'efficacité personnelle, professionnelle et collective, je vous épargne tous les détails, mais lorsqu'on prend en bloc le sentiment d'efficacité personnelle, professionnelle et collective, c'est le collectif qui est plus important que les deux autres. Donc, d'où l'importance, on ne voit pas dans les interprétations, mais le deuxième, c'est le sentiment d'efficacité personnelle. Professionnel, on ne se prononce pas de façon très favorable. Je ne peux pas me prononcer sur tous les directeurs d'école si je suis à la direction parce que je ne connais pas leurs compétences et je ne peux pas m'engager. Mais déjà, ça nous donne un son de cloche très important. Comme quoi, oui, il faut que j'ai les moyens nécessaires pour que je réussisse dans l'intégration de mes élèves, que je sois à la direction ou à l'enseignement, ou dans l'enseignement, ou en tant que psychologue ou autre. Donc, c'est mes compétences personnelles qui vont déterminer mon engagement. Et le sentiment d'efficacité collective, là, c'est une piste très importante et je suis contente que Laurie soit là ce soir. Ça me réconforte énormément. Et je sais qu'elle travaille sur les communautés de pratique, le dialogue avec les différents partenaires. Et voici une piste à l'appui qui nous dit ils se sentent compétents collectivement. Moi, je ne peux pas faire la différence en tant qu'enseignant tout seul. C'est certain que j'ai besoin des autres appuis, du psychologue, du travailleur social, de la direction et bien sûr, tout le lien avec la famille et la communauté. Pour élever ou éduquer un enfant, il faut tout un village, c'est le cas de le dire. Dans la tradition africaine, c'est certain que c'est un élément qui sort énormément et c'est certain que pour intégrer un élève, il faut que tous les partenaires soient sur la même longueur d'onde et collaborent activement. Les besoins en formation, l'une des questions dont je ne vous ai pas parlé mais dans laquelle je leur ai dit, c'est quoi vos besoins en formation? En regardant les grandes lignes de ce qui est ressorti, ça c'était très intéressant, c'était dans le questionnaire avec des questions ouvertes et des réponses, des questions ouvertes. Donc ils rédigeaient, ils ont écrit, ce qui est très étonnant, je ne m'attendais pas, mais ils ont écrit beaucoup. On a besoin de savoir, on a besoin de connaissances, donc que j'ai regroupé sous forme de savoir et savoir-faire sur les cultures, les modes de vie, les croyances, les systèmes scolaires, etc. Accepter les différences. Comment je peux être formée pour accepter la différence et faire accepter les différences. L'accueil, souvent c'est là où on sème la graine et c'est là où il faut que ça parte du bon pied. L'intégration des élèves en général, les relations interculturelles, la communication interculturelle, les évaluations et les pédagogies différenciées. Oui, ces élèves, c'est moi qui le dis dans ces termes-là, ils ne l'ont pas dit dans ce sens-là, mais que je résume avec évaluation et pédagogie différenciée. Et la production de matériel approprié parce que le matériel n'existe pas toujours sur le marché. Leur pratique gagnante maintenant. Il y a un point d'exclamation, ce n'est pas une erreur. Activités socio-culturelles, danse, musique de leur pays. Oui, c'est bon, mais il ne faut pas que ça se limite là. Sinon, ça devient folklorique tout simplement et ce n'est pas ça qu'on cherche. Les mets typiques de leur pays. Oui, on est encore dans le point d'exclamation. Les mets typiques de leur pays, oui, c'est bon, mais encore là, il faut que ça soit consolidé par d'autres activités qui ne doivent pas se limiter à du folklore. Bon, faire parler l'élève de son pays et de son vécu, les activités sur les valeurs et la culture de leur pays, les sorties éducatives, l'exposition de travaux collectifs des élèves affichés à l'école, donc la valorisation, des ateliers sur le racisme, l'intégration, la réalisation d'un court-métrage, ça c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont dit, j'ai essayé ça et ça a marché. Ce n'est pas tout ce que j'ai essayé, ça a marché, mais voici des
une activité, je leur demandais de me parler d'une activité et de la détailler et pour dire qu'elle a apporté, qu'elle a eu un effet. La réalisation d'un court-métrage sur les ressemblances et les différences entre cultures. Les exposés de parents en classe qui sont invités, les sorties avec les familles immigrantes et le personnel de l'école, l'organisation d'activités sportives, le jumelage entre élèves dans une même classe, le jumelage d'élèves du régulier avec élèves en difficulté, etc. En résumé, voici quelques pistes. Par exemple, pour la province et le conseil des écoles, il faut avoir un cadre. Souvent, on nous dit, ça sortait beaucoup dans les entrevues que je ne présente pas ici, mais qui étaient réalisées au Québec. Je n'ai pas de cadre, je n'ai pas des lignes directrices. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les choses que je dois tolérer et les autres que je ne dois pas tolérer? C'est comme si je dois prendre de l'initiative, mais c'est un terrain glissant. Les accommodements raisonnables, est-ce que ça s'applique à mon école? Comment? Etc. Donc, avoir un cadre, avoir une politique et des ressources pour aider le personnel à prendre ses décisions. Au niveau des écoles, c'est certain que l'information est très importante. Quand les élèves qui reçoivent de la société d'accueil reçoivent des immigrants, s'ils ne sont pas informés, c'est certain que c'est le début du dérapage. La formation. Bien sûr, la formation continue, bien que même si on donne un cours à l'université, est-ce que c'est suffisant? Qu'est-ce qu'il nous reste de nos cours qu'on a pris, les différents cours? Est-ce qu'il nous reste quelque chose? C'est certain que ça doit être consolidé avec la formation continue. L'éducation, la sensibilisation auprès du personnel, des élèves, des parents, tout le monde est concerné par cette sensibilisation. Développer des stratégies, des outils. Souvent, on nous dit il me faut un outil simple à consulter, simple à produire. Je ne fais pas la promotion de mon livre, il date déjà de 2009, que j'ai publié à l'issue des travaux qui ont été financés. Mais les gens du milieu me disaient, moi je n'ai pas le temps de lire, je n'ai pas le temps d'aller à des formations et de toutes les façons elles ne sont pas offertes. Donc il me faut quelque chose de très simple. Donc simple avec... comment j'ai élaboré ce document, c'est avec une recension des écrits et avec 50 entrevues qui ont été faites dans le milieu. Donc c'est très convaincant. Les gens nous ont dit telle chose, on se dit, bon, il faut miser sur tel ou tel aspect. Je peux, en tant que responsable, je peux feuilleter ça et voir qu'est-ce qui se dit dans le domaine. Donc, pour les enseignants, la formation à l'interculturel, la disponibilité. Pour les élèves, toujours l'information. Informer ceux qui viennent et ceux qui reçoivent. Impliquer, ne pas isoler, ça c'est souvent, c'est malheureusement ça ce qui arrive. Mettre à profit les différences. Tu es différent, eh bien, on mise sur cette différence pour aller plus loin et pour la rentabiliser auprès des autres élèves pour qu'il y ait des gagnants-gagnants, que je ne consacre pas du temps à l'un ou à l'autre. Les parents, encore l'information, rapprocher de l'école. Il faut que ces parents, on ne connaît pas leur vécu, il faut qu'on les rapproche, qu'on les réconcilie avec l'école. C'est certain que même dans la société d'accueil, c'est certain que ce n'est pas tous les parents qui ont les compétences pour embarquer à l'école. Chacun a son histoire avec l'école, donc réconcilier les gens avec l'école et les rapprocher et les impliquer dans l'éducation de leurs enfants en leur expliquant c'est quoi les attentes, c'est quoi la mission, la philosophie de l'éducation dans laquelle ils se situent. Pour la société d'accueil, bien sûr, on ne peut pas leur parachuter du monde sans les avoir sensibilisés et sans les impliquer. C'est très important, sinon ils vont boycotter ces nouveaux arrivants.